Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez radicale tirée d'un extrait de La Liberté manifeste. Imaginez une société sans État qu'on appelle libéralie, où absolument toutes les relations sociales seraient régies par des contrats. Utopie ou au contraire la porte ouverte au chaos? Pour tenter d'y voir plus clair, le texte nous plonge directement face à une question centrale. Voilà, c'est le paradoxe qui lance toute la discussion. Si la générosité est forcée, est-ce que c'est encore vraiment de la générosité? Cette question nous emmène tout droit au cœur de la philosophie de cette société imaginaire, libéralie, et à la nature même de ce qu'on appelle nos droits. Bon, alors, allons-y. Pour comprendre comment Libéralie essaye de réconcilier la liberté et l'aide aux autres, le texte commence par faire une distinction vraiment cruciale entre deux types de droits, ce qu'il appelle les vrais et les faux droits. Alors, regardons ça de plus près. On a ici une opposition vraiment fondamentale, c'est le cœur de l'argument. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les droits d'eux. Pensez à la liberté d'expression, par exemple. L'idée, c'est que ce sont des droits naturels, inhérents. Ils ne demandent rien à personne. Et de l'autre, on a les droits à, le droit au logement, par exemple. Et là, selon le texte, c'est une toute autre histoire. Ce seraient des créations plus récentes du droit positif qui, pour être appliquées, elles exigeraient ce que l'auteur appelle une agression. La redistribution forcée des ressources. Du coup, concrètement, comment on gère les besoins essentiels comme la santé ou le logement dans cette société? La réponse est radicale. Le texte nous dit ce ne sont pas des droits, ce sont des problèmes économiques. La solution, ce n'est donc pas la redistribution, mais l'abondance. Une abondance qui serait créée par un marché libre et prospère. Et la dignité dans tout ça, elle est redéfinie. Ce serait le droit au respect garanti par un principe de tolérance mutuelle. Bon, ça nous amène forcément à la critique la plus évidente, non? Est-ce qu'une société comme ça, au final, ce n'est pas juste une justification de l'égoïsme où l'on abandonne les plus faibles à leur sort? On connaît tous cette phrase, elle est souvent utilisée pour critiquer le libéralisme. Mais le texte, lui, la retourne de façon assez maligne. Il nous dit, d'accord, parlons du poulailler, mais n'oublions pas celui qui enferme les poules, le fermier, qui, ici, représente l'État. De ce point de vue, le fameux renard serait peut-être bien moins dangereux que le gardien de la cage lui-même. L'argument central, c'est celui-ci. L'égoïsme n'est pas vu comme un défaut, mais comme le moteur de toute action humaine. Dans une société libre, cet intérêt personnel pousse naturellement à l'échange volontaire. Et puisque l'échange est volontaire, il est forcément bénéfique pour les deux parties, sinon il n'aurait pas lieu. C'est comme ça que l'égoïsme de chacun, en passant par l'échange libre, aboutit paradoxalement à un altruisme mutuel, c'est ce que le texte nomme l'altruisme libre. Cette logique nous amène à cette question qui est vraiment fondamentale. Si les gens sont vraiment libres, pourquoi leur interdirait-on d'aider les plus faibles? En fait, c'est tout le contraire. Le texte suggère que la véritable générosité, celle qui vient d'un choix sincère, a besoin de la liberté pour exister. D'accord, mais passons à un aspect très pratique. Sans État pour tout réguler, qui va empêcher les gens de polluer ou de se nuire les uns aux autres? La réponse de Libéralie est, elle est décentralisée. Le point de départ, c'est que la notion même de nuisance est complètement subjective. Pensez-y, la musique par exemple. Ce qui est un chef-d'œuvre pour une personne est un bruit infernal pour son voisin. Il n'y a pas de vérité objective, universelle sur ce qui constitue une nuisance. Face à un désaccord, il y a donc deux grandes approches. La première, celle qu'on connaît bien, l'approche de l'État, c'est l'interdiction, la contrainte. On impose une vision unique par la force. La seconde, c'est l'approche de Libéralie. On privilégie la prévention et surtout la négociation. On cherche une solution acceptable pour tout le monde, qui respecte les points de vue de chacun. D'ailleurs, le texte lance un avertissement assez fort. Un monde où n'importe quelle perception subjective de nuisance pourrait être condamnée par une loi serait un monde où l'on vivrait sous la menace constante de l'arbitraire. Ce serait, pour citer les mots exacts, un monde parfaitement totalitaire et tyrannique. Mais alors, si tout se négocie, est-ce qu'il ne faudrait pas passer son temps à signer des contrats pour le moindre petit geste du quotidien? Ça semble totalement impossible à gérer. Voyons comment l'architecture de Libéralie est censée résoudre ce problème. Le système est imaginé sur 3 niveaux, un peu comme une pyramide. Tout en bas, la base de tout, on a un fondement universel, le principe de non-agression. Juste au-dessus, on trouve les contrats territoriaux, c'est-à-dire les règles fixées par le propriétaire d'un lieu. Et tout en haut, seulement si nécessaire, les contrats individuels spécifiques pour des situations bien particulières. Ce fameux principe de non-agression, le NAP, c'est en quelque sorte la règle par défaut, implicite. C'est l'éthique minimale qui gouverne les interactions simples. Par exemple, quand on achète du pain, pas besoin de signer un contrat. L'échange se base sur ce respect mutuel implicite, cette non-agression.
Et c'est grâce à cette structure que la vie de tous les jours est en fait très simple. Les contrats écrits, formels, ne deviennent nécessaires que dans des cas rares avec de forts enjeux. Pour tout le reste, le principe de non-agression et les règles du lieu suffisent à créer un ordre social stable, prévisible et pacifique, sans avoir besoin d'une montagne de paperasse. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration. L'idée d'une société entièrement basée sur le contrat sans aucune autorité centrale est à la fois très simple dans son principe, mais aussi profondément complexe dans ses implications. Et donc, la question finale reste ouverte. Une société peut-elle vraiment fonctionner, résoudre ses conflits et répondre aux besoins de tous en se basant uniquement sur des accords volontaires? Le modèle de Liberalie, qu'on soit d'accord ou non, offre une perspective radicale qui nous invite à repenser les fondements mêmes de notre vivre ensemble. La réflexion, en tout cas, est lancée.